Tout le monde a déjà entendu parler du camp de Tiaroy. En gros, c'est l'histoire de tirailleurs sénégalais qui ont été tués par leurs officiers français en rentrant de la Seconde Guerre mondiale. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de tirailleurs sont morts? Certains historiens parlent de 35 victimes, quand d'autres estiment à plus de 300 le nombre de morts. La différence est énorme. Comment peut-on avoir des informations aussi floues sur un événement aussi important de notre histoire? Il y a quelque chose qui cloche et vous savez que j'aime bien fouiller pour comprendre les détails de l'histoire. Alors j'ai été chercher des sources. Et ces sources, je les ai trouvées au fin fond de la Bretagne. J'ai rencontré l'historienne Armelle Mabon, elle est spécialiste des prisonniers de guerre. Alors vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre notre histoire et les prisonniers de guerre, et justement, l'histoire que je vais vous raconter commence dans les prisons de Bretagne. Alors revenons en 1939, la Seconde Guerre mondiale commence, l'Empire colonial français fait appel à ses soldats noirs pour défendre la métropole. Mais quand les tirailleurs arrivent sur le sol français, c'est déjà trop tard. Les nazis contrôlent le pays et tous les soldats de l'armée française sont envoyés dans des camps de prisonniers en Allemagne. Tous, sauf les soldats noirs. Contrairement aux métropolitains, ils ont été rapatriés en France parce que en fait, les Allemands ne voulaient pas garder ces hommes de couleur sur leur sol, de peur de contamination raciale, des maladies tropicales aussi. Et donc, les Allemands ont demandé à Vichy de remplacer les sentinelles allemandes par des officiers des troupes coloniales. Alors qu'ils venaient sauver la France, les tirailleurs se retrouvent prisonniers de leurs propres officiers coloniaux qui travaillent sous les ordres des nazis. Dans les prisons de Bretagne, ces soldats noirs sont contraints aux travaux forcés. Ils vivent ces 4 années de guerre dans le froid, la misère et les maladies. Il y a eu un taux de mortalité énorme, avec la tuberculose notamment. Même des personnes ont estimé que c'était de leur devoir de jeter du pain quand ils pouvaient leur donner du pain. Certaines femmes de Bretagne essayent de les aider à garder un lien avec l'Afrique et avec le reste du monde. Des écritures de lettres par des marraines, parce qu'eux, ils n'avaient plus de contact avec leur famille, donc c'était important qu'ils aient recevoir des lettres et en envoyer aussi. C'est pour ça que j'ai pu retrouver comme ça des échanges de courriers qui nous montrent aussi comment se passait cette réalité, cette captivité donc, en France. Les jeunes tirailleurs sont désespérés par cette attente interminable dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Certains d'entre eux se sont évadés, ont rejoint la résistance. À la fin de la guerre, alors que les soldats français prisonniers en Allemagne rentrent dans leur famille et paradent dans toute la France, les tirailleurs, eux, sont à nouveau parqués dans des camps. Les officiers coloniaux, après avoir servi les nazis, ont peur de voir des Noirs circuler librement en métropole. Ils ont été rassemblés dans des camps de transition avant leur embarquement pour repartir donc en Afrique. Donc voilà, ils avaient fait quand même 4 ans de captivité, et puis terminé, vous êtes rentrés chez vous, et puis voilà, il ne s'est rien passé, donc il y a une amertume, vraiment une amertume. Les conditions de détention sont encore pires que pendant la guerre, et en plus, les tirailleurs n'ont toujours pas été payés. Petit à petit, la colère monte et les officiers coloniaux commencent à craindre une véritable révolte. Attention, attention, ces hommes, ils ont des revendications, c'est plus les tirailleurs d'avant la guerre. Donc oui, il y avait une mise en garde avec ce qui se passait aussi aux colonies. Il ne faudrait pas qu'il y ait de jonction entre les revendications souverainistes et puis ces hommes qui ont fait la guerre, dont ils avaient aussi très peur de ceux qui avaient rejoint la résistance. Pour calmer la colère des tirailleurs, les officiers acceptent enfin de leur payer leur salaire pour les 4 années de mobilisation, mais ils ne leur donnent pas tout d'un coup. Ils voulaient éviter, soi-disant, qu'il y ait des vols pendant la traversée entre la métropole et Dakar. Donc ils ont estimé qu'il était préférable de leur donner un quart de ces soldes avant l'embarquement et les 3 quarts restants arrivaient donc au Sénégal au moment de la démobilisation. Donc ils les ont rassemblés à Morlaix. C'est là que le navire le Circassia, donc ils ont fait venir un navire britannique qui devait donc prendre 2000 ex-prisonniers de guerre. Mais 315 tirailleurs vont refuser de monter sur le bateau tant qu'ils n'ont pas reçu l'intégralité de leur salaire. Ils s'enfuient en Bretagne où ils sont pourchassés et tabassés par la police. Les autres, ils ont embarqué donc, sur les 2000, donc il reste à peu près entre 1600 et 1700 à être sur le Circassia, à quitter Morlaix. Donc ils sont remontés en Angleterre, ils ont fait une escale en Angleterre, après ils sont partis à Casablanca. Un document nous raconte des tensions à Casablanca. Ce document qu'on trouve aux archives du Sénégal, qui dit que 400 hommes n'ont pas voulu monter à l'escale de Casablanca.
Les tirailleurs se rapprochent de l'Afrique. Lorsqu'ils arrivent à Dakar, le 21 novembre 1945, ils sont officiellement environ 1300 et n'ont toujours pas été payés. Arrivés au Sénégal, ils sont à nouveau enfermés dans un camp, le camp de Thiaroye, qui va devenir leur tombeau. Pour comprendre la suite des événements, il faut savoir que la majorité des tirailleurs sénégalais n'étaient en fait pas sénégalais. Ils venaient de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais comme cette unité avait été créée au Sénégal, on les appelait les Sénégalais. Après quelques temps, les officiers français annoncent aux tirailleurs qu'ils vont pouvoir rentrer dans leur pays respectifs et que c'est une fois arrivés là-bas qu'ils auront enfin la totalité de leur paye. Mais les tirailleurs n'y croient pas. J'ai été rencontrer le professeur Mamadou Koné, un spécialiste de cette histoire. Ils ont compris que s'ils rentraient dans leur village respectif, ils n'auraient plus cette force-là qu'ils ont aujourd'hui d'être ensemble et qu'ils ne seront jamais payés. Apparemment, d'après ce qu'on voit dans les rapports, ces 500 hommes ont refusé de quitter la caserne de Thiaroye tant qu'ils n'avaient pas perçu leur solde. Dans le film Thiaroye 44, Ousmane Sembène nous raconte ce moment de révolte. Face à la colère des tirailleurs, les officiers doivent faire appel à leur grand chef. Le général Dagnon est venu discuter avec eux, ils ont coincé sa voiture, c'est là qu'il a fait la promesse de vérifier les textes et voir un petit peu avec l'administration sur place à Paris. Les tirailleurs sont déterminés à obtenir leur paye. Ils créent un véritable rapport de force. Il s'est senti pris en otage. Voilà. Et puis, bon, il a vu que c'était des hommes qui réclamaient, il n'a pas l'habitude à ça. Enfin, c'était pas du tout le Yabon Banania dont il avait, qu'on représentait habituellement. Et donc, il a décidé de faire une opération de maintien de l'ordre. Voilà, c'est le terme employé, opération de maintien de l'ordre. Les ordres sont donnés. Le lieutenant-colonel Lebert est chargé de cette opération. Il recrute plusieurs officiers qui savent bien viser et plus de 1000 tirailleurs sénégalais qui sont venus de Saint-Louis. Armelle Mabon me montre les plans de l'opération qu'elle a retrouvés dans les archives. Sauf qu'une opération de maintien de l'ordre, on ne fait pas venir des half-tracks, on ne fait pas venir des automitrailleuses, ce n'est pas du tout des armes pour un maintien de l'ordre. L'armement qui a été utilisé, les automitrailleuses, des chars, contre des gens qui étaient presque des civils parce qu'ils n'avaient pas d'armes, alors on peut parler de massacre. Les coups de feu commencent. Le chaos est total. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé le matin du 1er décembre 1944. Seule la version des officiers est disponible. On voit bien que les officiers ne racontent pas tous la même chose. On représente les tirailleurs sénégalais comme des personnes incontrôlables, indisciplinées. Les officiers expliquent que les tirailleurs les ont attaqués en premier et qu'ils ont dû appeler le service d'ordre des tirailleurs venus de Saint-Louis pour riposter. Mais ça ne correspond pas au rapport trouvé par Armelle Mabon. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les armes automatiques qui ont tiré. Parce que les tirailleurs sénégalais du service d'ordre, ils sont arrivés avec des fusils, mais ils n'avaient pas de munitions. Dans le rapport du colonel Lebert, c'est marqué qu'à 9h20, il a demandé à ce qu'il y ait une distribution des munitions aux tirailleurs sénégalais du service d'ordre. Mais c'est absolument impossible qu'entre 9h20 et 9h30, il y ait une distribution de munitions, vu la fébrilité qu'il pourrait y avoir, c'est absolument impossible. C'est pour ça que c'est sûr que les tirailleurs sénégalais du service d'ordre n'ont pas tiré sur leurs frères d'armes. Donc c'est que les armes automatiques qui ont assassiné, moi je dis bien assassiné, les hommes qui étaient donc rassemblés sur l'esplanade. Mais comment camoufler un tel massacre? Il faut très rapidement se débarrasser des corps. Mamadou Koné a pu rencontrer un tirailleur chargé d'enterrer les cadavres. Il m'a dit que les Français sont venus les chercher pour qu'ils enterrent les tirailleurs massacrés. Et eux-mêmes, ils étaient tirailleurs. Alors, je lui ai dit, mais on enterrait, on mettait combien de morts dans chaque tombe? Il me dit, peut-être 2, 3, mais il y a une grande fosse où il y avait une machine qui happait les corps pour les mettre là-dedans. Et il m'a dit, les Français nous ont dit, vous voyez ceux-là que vous enterrez, si vous déconnez, on va faire la même chose avec vous. D'autant plus que j'ai eu un témoignage d'un fils d'un médecin qui était présent sur place à l'hôpital principal de Dakar, où ont été acheminés les blessés. Combien de blessés exactement, on ne sait pas. Mais en tout cas, son père a témoigné en disant qu'il avait vu les militaires français achever les blessés. Malgré les témoignages, les militaires français indiquent le nombre de
35 victimes et présente la situation comme la répression d'une tragique mutinerie. C'est vrai que selon les lois militaires, si les soldats se sont rebellés, l'armée est en droit de les réprimer. Moi je dis qu'il n'y a pas de mutinerie. Peut-être qu'ils ont désobéi parce qu'ils ne voulaient pas partir tant qu'ils n'avaient pas les soldes, mais les premiers qui ont désobéi, c'est bien les officiers qui ont refusé de les payer et qui n'ont pas respecté la réglementation. C'est eux qui ont désobéi. Ce n'est pas les tirailleurs qui ont ne fait que réclamer leurs droits. Mais pour remettre en question la version officielle, il faudrait des preuves solides. Pour prouver l'ampleur du massacre, il faut trouver les fameuses fosses communes. Le général Paulus, qui est le dernier commandant des forces françaises au Sénégal, qui a quitté son poste en 2011, c'est lui qui dit que oui, on sait où sont les fosses communes. Il rajoute d'ailleurs l'endroit a été recouvert d'un dépôt d'ordures. Dès que j'ai eu cette information, je dis mais où est-ce qu'il y a un dépôt d'ordures? Effectivement, il y avait un dépôt d'ordures dans un endroit qui représente comme un immense cercle, où il y a une association qui avait le droit de faire des activités pour des jeunes, notamment de réparation de voitures, mais à la condition de ne jamais construire et de ne pas creuser. Dans les années 2000, l'État sénégalais autorise la construction d'une autoroute au-dessus de cette zone. On est allé sur le terrain, on a organisé une conférence de presse avec le président de notre association, qui était à l'époque le professeur Hassan Sek. À l'occasion, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République de l'époque pour que l'autoroute soit déviée. Le général Pierre Antou, qui nous a immédiatement reçus. Et quand on est arrivé, un bon militaire, il nous a dit, vous avez besoin de quoi? De camions, de machines, de grues, de caterpillars pour enlever les quilles. On lui a dit que non. Les fouilles archéologiques, c'est une activité scientifique. Il faut d'abord des sondages. Il dit non, mais on va vous prêter des détecteurs de mines. Bon, il était expéditif. Mais nous, on n'était pas prêts. Parce qu'il fallait d'abord trouver des fonds. Et celle qui était préposée à ces travaux-là, elle nous a convoqués et elle nous a dit, bon, si vous me prouvez qu'il y a des ossements humains, on va dérouter, parce qu'on a dérouté le tracé pour moins que cela. Mais je vous donne 6 mois pour me confirmer cela. Alors, on est resté 2 ans. Elle nous a reconvoqués. Quand on est venu, elle nous a dit, bon, j'ai attendu 2 ans, il faut que les travaux commencent. Bon, la fosse commune, ok, c'est une impasse. Il faudrait une autre preuve donc pour affirmer qu'il y avait plus de 35 victimes. Armel Mabon me montre un document qui a complètement bouleversé sa vision de l'affaire. Tout a commencé par un détail presque invisible. Et puis il y a une toute petite note de bas de page qui indique que les hommes qui ont quitté la métropole le 5 novembre 1944 ont perçu l'intégralité des soldes. Ça a été rédigé 3 jours après le massacre. C'est un mensonge d'État. Il faut bien comprendre que cette circulaire qui fait croire que ces hommes ont perçu l'intégralité des soldes a été écrite sciemment après le massacre pour présenter ces hommes comme des mutins, des rebelles, avec des revendications illégitimes. J'ai fini par douter de tous les rapports, de tous les récits, parce qu'en fait il ne faut pas s'arrêter aux archives qu'on trouve en France. Parce qu'on voit bien qu'elles ne sont pas neutres, elles ont été falsifiées, trafiquées. Et donc moi j'ai été chercher les archives à Londres, que ce soit les archives diplomatiques et les archives surtout du navire, pour essayer de comprendre il y a le carnet de bord du navire. Et c'est là que je vois un rapport d'un cadre de conduite, c'est-à-dire un officier qui était sur le navire avec ses tirailleurs sénégalais, qui dit donc que tout s'est bien passé à la caserne de Casablanca. Donc là j'ai compris que ils ont diminué le nombre de rapatriés. Rappelez-vous bien de notre histoire. 2000 tirailleurs sont regroupés à Morlaix, 350 s'enfuient en Bretagne, il en reste 1650 qui font escale à Casablanca. Un rapport explique que 400 tirailleurs ont refusé de monter à Casablanca. Il en resterait donc environ 1200 ou 1300 qui débarquent à Tiaroy. Sauf que dans les archives du bateau, il n'y a rien qui indique que 400 tirailleurs seraient restés à Casablanca. Au contraire, le rapport dit que tout s'est bien passé. Alors si ces 400 tirailleurs sont bien arrivés à Tiaroy, pourquoi on n'en a aucune trace? Que sont devenus ces 400 tirailleurs manquants? C'est là que j'ai compris que, en fait, ce n'est pas 35 victimes, c'est peut-être 10 fois plus. Je suppose, c'est mon hypothèse. Si on regarde la configuration des bateaux de l'époque, 400 tirailleurs noirs débarquaient d'un bateau pour lesquels il fallait souvent des barges pour arriver à la côte, ou alors il y a tout un système qui faisait qu'ils pouvaient débarquer. Alors que 400 tirailleurs débarquent à Casablanca,
Bon, ça, c'est très proche de l'invraisemblable. Donc, moi, personnellement, j'ai pensé que c'était tout simplement, bon, pour amoindrir le nombre de morts. Moi, je crois qu'au bas mot, il doit y avoir au moins 300 morts. L'histoire devient de plus en plus incroyable. J'ai besoin d'une preuve plus concrète. Alors j'ai une idée simple. Je me demande même pourquoi j'y ai pas pensé avant. Pour prouver un bilan de 300 ou 400 morts, en fait, il suffirait de regarder la liste des soldats qui sont arrivés au Sénégal. Sauf que... On n'a même pas la liste des rapatriés. Toutes ces archives que je dis secrètes, sensibles, soit elles ont été détruites, mais c'était une destruction illégale, donc c'est pénalement répréhensible, soit elles ont été transférées dans un dépôt provisoire, mais n'ont pas été versées au service historique de la défense. J'ai saisi le tribunal administratif, mais dans la mesure où l'administration militaire, enfin le ministère des Armées dit « ces documents n'existent pas », elles sont quelque part, ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire à une destruction sauvage de tous ces documents sur un événement aussi grave que Thiaroye. Donc il y a eu vraiment un beau camouflage et la liste des rapatriés. Parce qu'avec la liste des rapatriés, déjà, on peut faire un repérage plus fin sur où est-ce qu'ils sont partis, on peut voir dans leur village, est-ce que vous les avez, est-ce qu'ils sont revenus, pas revenus. On peut facilement du coup voir un peu ce qui manque à l'appel au final, quoi. Mais non, il n'y a pas de liste de rapatriés. Mais ne nous décourageons pas, ça me donne une autre idée. On pourrait chercher les familles des éventuelles victimes. Il doit y avoir, je pense, beaucoup de monde. Mais ces hommes n'ont aucun nom. Même les 35 n'ont pas de nom. Enfin, à force de fouilles dans les archives, j'ai trouvé seulement 8 noms de victimes qui ont un dossier au service historique de la défense. 8 seulement. Quand des tirailleurs décèdent, que ce soit en France ou par exemple en Afrique du Nord, il y a un système de succession. Et ils ouvrent un dossier pour chaque tirailleur décédé. Sauf qu'on ne trouve pas ceux pour l'AOF, bizarrement. Comment ils ont pu camoufler autant de pertes humaines? C'était pas compliqué, ils revenaient de la guerre, ils revenaient d'un temps de captivité. C'était très, très facile pour l'administration française de dire qu'ils étaient disparus, qu'ils ne sont pas rentrés, on ne sait pas, ils sont peut-être morts depuis 40 ou pendant leur temps de captivité, de tuberculose. Il y avait effectivement beaucoup de morts par la tuberculose. Et donc, les familles ont dû avoir une information comme quoi ils n'étaient pas rentrés. Sans archives, difficile de remettre en question la version officielle des 35 morts sans passer pour des illuminés. Et je me demande s'ils ont fait exprès de tout détruire, de tout perdre, de cacher les choses, mais il me manque des preuves concrètes pour imaginer un scénario aussi machiavélique. Mais Armelle Mabon ne se démonte pas, elle a justement une preuve en béton de ce qu'elle avance. Les quelques dossiers des tirailleurs qu'elle a trouvés portaient la mention de déserteurs ou de non-rentrés. J'ai vu ce terme de non-rentrée en découvrant le dossier de Mbap Sangor. Sur son dossier, alors que la famille dit bien qu'il pense qu'il est mort à Thiaroye le 1er décembre 1944, l'administration française ne reconnaît pas ça. Elle dit qu'il est non-rentré. Et il est non-rentré jusqu'en 1953, date à laquelle ils officialisent le décès de Mbap Sangor auprès de sa famille, en disant oui, il est mort à Thiaroye, mais il n'est pas mort au niveau du massacre. Ils l'ont mis déserteur, en disant il n'était pas là, il n'était pas à l'appel le 1er décembre 1944. Ah oui, il n'était pas à l'appel, forcément, il venait de le tuer, il ne pouvait pas être à l'appel le 1er décembre 1944. Et c'est pour ça que je pense que dans les fosses communes, il y a peut-être des centaines d'hommes qui sont des non-rentrés, ni vus ni connus, disparus. Donc vous n'avez pas besoin de... C'était pas si compliqué que ça pour l'administration française de dissimuler tous ces morts et les mettre des non-rentrés. Moi, si j'ai retrouvé des dossiers de victimes au service historique de la défense, c'est parce que certaines familles ont demandé des explications. Je comprends mieux comment fonctionne ce camouflage, mais j'ai encore une question. Comment expliquer que si peu de familles ont demandé des nouvelles de leurs proches? Là, Mamadou Koné a une piste d'explication. Le gros des massacrés sont originaires soit du Soudan, soit du Burkina. Ceux parmi eux qui étaient des Sénégalais, la plupart avaient reçu une permission pour aller voir leur famille, etc. Donc c'est surtout les tiers sénégalais originaires des autres colonies françaises qui ont été les victimes. Et quand vous rencontrez les populations, les descendants de ces populations-là, on vous dit oui, on nous a dit ceci, on nous a dit cela, c'est des informations vagues. Parce qu'au départ, il faut se dire la vérité,
les Français avaient fait croire aux populations que ces gens-là, ils réclament de l'argent, c'est l'argent qui les intéresse, etc. Donc ils ont un peu maquillé le massacre. La majorité des soldats tués n'avaient en fait aucune famille au Sénégal. Leur famille a simplement dû entendre qu'ils étaient morts au combat en France. Les habitants des alentours de Thiaroye n'étaient pas vraiment sensibles au sort de ces tirailleurs qui combattaient pour les colons français. Les victimes de Thiaroye étaient isolées à la merci des officiers coloniaux qui avaient donc carte blanche pour écrire leur version de l'histoire. Il faut faire très attention parce que les archives, ce sont des humains qui les rédigent. Vous savez, à l'indépendance, les Français, je suppose, ils ont nettoyé les archives, ils ont amené ce qu'ils avaient amené, donc ça a été nettoyé. Si un historien ne s'interroge pas sur la source, enfin, au moins interroger d'où ça vient, pourquoi c'est écrit comme ça, et pourquoi à côté c'est pas écrit comme ça, c'est pas un travail d'historien, quoi. Et c'est vrai que moi je pensais naïvement que les archives ne disaient que la vérité, et maintenant je sais que c'est pas vrai. L'officier dit ça, donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas possible en histoire, c'est pas possible. Aujourd'hui, pour découvrir la vérité, Armel Mabon et Mamadou Koné aident Biram Sangor, le fils de Mbap Sangor, et même si l'administration française reconnaît que son père a été tué à Thiaroye, il n'a toujours pas obtenu de réparation pour ce crime. Et donc il a écrit pour demander les soldes que son père n'a pas perçus, pour avoir la mention mort pour la France, pour demander la fouille des fosses communes. Il a toujours perdu au niveau de la justice administrative jusqu'au Conseil d'État. Sauf qu'on a reconnu qu'il avait subi un dommage parce qu'on avait dit à tort que son père était déserteur. C'est tout ce qu'on lui a donné comme reconnaissance. Et donc on a appris donc, en octobre 2023 que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, avait admis son pourvoi. On attend la suite. Je suis touché par cette histoire. Malgré son grand âge, Biram continue à se battre pour obtenir justice. L'administration française ne lui répond pas, et ça ne me surprend pas vraiment, mais je me demande bien, que font les pays africains? Vous avez bien entendu la question? Que font les pays africains? Il faut que tous ces pays concernés, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, etc., ce serait très bien qu'ils réclament tous la même chose, qu'ils réclament la vérité sur Thiaroye, et puis qu'on exhume les corps, parce qu'ils sont concernés. Il n'y a pas que le Sénégal, même si c'est sur le terrain sénégalais, mais je crois qu'il faut quand même qu'ils se mobilisent tous. Il faudrait aller plus loin et pousser dans les retranchements l'administration aujourd'hui française. Mais comment réclamer la justice si les peuples africains ne connaissent même pas cette histoire? Je parle en tant qu'enseignant. Alors, dans les programmes d'enseignement, on parle de l'histoire de Thiaroye en classe de 3e, mais ceux qui sont chargés de l'enseignement de ces questions-là n'ont pas beaucoup d'informations. Parce que pour enseigner, il faut avoir de la matière. Individuellement, les professeurs qui sont assez outillés, qui sont assez informés, n'hésitent pas à parler de ces questions-là. Et le problème qui s'est posé justement quand on a africanisé les programmes, c'était d'avoir de la matière à enseigner. Le massacre, quand même, tout le monde est informé du massacre. Et aujourd'hui, dans la mémoire collective, on retrouve les traces de cette tragédie de Thiaroye dans les chants populaires, dans le théâtre, dans la musique. Les populations n'ont pas oublié. Entendre Armel et le professeur Koné m'a redonné de l'espoir. Il est donc possible d'avancer sur le mystère de Thiaroye. Il existe suffisamment d'éléments pour remettre en question la version officielle des 35 morts. Je comprends que Thiaroye n'est pas l'histoire d'une répression ni d'une mutinerie, mais qu'il s'agit bel et bien d'un massacre prémédité et soigneusement camouflé par des officiers français et par l'administration militaire. Mais je me demande pourquoi entretenir le mensonge sur une affaire si ancienne? Pourquoi ne pas donner enfin accès total aux archives et laisser les historiens faire leur travail? Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient le courage aussi de dire que oui, on vous a menti aux pays africains pendant toutes ces années. Et c'est une administration aujourd'hui française qui doit reconnaître qu'ils ont continué à mentir. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile maintenant, je crois. Cette histoire nous rappelle à quel point l'accès aux archives est important, mais elle nous rappelle aussi que le colonialisme a affecté les pays africains bien au-delà de leurs frontières nationales. Thiaroye n'est pas seulement un drame sénégalais, les victimes sont
burkinabés, maliennes, ivoiriennes, combien de familles ont été détruites, meurtries, sans jamais se douter que leur enfant avait été massacré dans un camp au Sénégal? Combien d'enfants orphelins, de mères endeuillées, de pères démoralisés? En regardant l'histoire de Thiaroye, je comprends que l'histoire est une arme seulement quand on y a accès.